commencer par cette bonne nouvelle, les prévisions de la Commission européenne qui revoit très sensiblement à la hausse quand même. On passe de 0,9 à plus 1,3. Les prévisions de croissance pour cette année en Europe. On est évidemment loin derrière la Chine, mais la Chine, ça n'est pas le vieux continent. On se rapproche quand même des États-Unis, dont la croissance est, elle, à 2%. Est-ce qu'on n'a pas tendance un peu à s'auto-flageller, Christian Saint-Etienne ? Il y a deux niveaux de réponse. Je pense que c'est un petit rebond technique. La question centrale... Ça y est, on commence déjà. Non, mais la question centrale... Je sors l'ortie fraîchement coupée. C'est le tendanciel. Quand on analyse de manière lucide, même si on ne sort pas les orties, même sans sortir les orties, c'est toujours pour essayer d'accélérer pour la tendance. Oui. Voilà. Donc la tendance, malheureusement, elle reste scotchée en France et pour la zone euro à 1%, 1,1. Alors on était en dessous de 1,1, on remonte un petit peu au-dessus. Il y a quand même un petit élément d'espoir, c'est l'Allemagne qui va dépenser beaucoup d'argent dans les 2 ans qui viennent. Ça devrait avoir un effet positif. Mais sur le fond, je pense qu'il y a 2 éléments à prendre en compte. Un qui est pas compris encore, que j'avais déjà soulevé au printemps alors que Trump venait d'arriver dans mon livre. Oui. C'est quelque chose qui se passe, qui est très très important sur le plan du commerce mondial. Oui. Et qui va avoir des effets massifs sur les 10, enfin en tout cas au moins aussi longtemps que Trump est là, c'est que quand Trump est arrivé, il s'est cru le maître d'école de la planète. Très bien. Quand on prend divers éléments d'analyse, on peut considérer que la Chine et les États-Unis ensemble, c'est 43,5% du PIB mondial, 23,5% pour les États-Unis, 10 et 20% pour la Chine. Si ce n'est que les États-Unis, si c'est 23,5% du PIB mondial, c'est 10% des exports mondiaux et 13% des imports. Et donc, quand Trump a dit « je libère les États-Unis, je vais en faire la grande puissance commerciale, tout le monde va venir manger dans ma main », en réalité, c'est pas ça du tout qui se passe. Oui. Il est en train d'isoler les États-Unis et le commerce mondial se développe rapidement maintenant autour des États-Unis, massivement entre l'Asie et l'Amérique latine. Il y a encore du commerce, bien sûr, entre l'Asie et les États-Unis, mais il y a un développement du commerce mondial hors États-Unis. On craignait une déglobalisation, elle n'a pas lieu. Il y a une accentuation de la régionalisation, mais le commerce mondial continue d'aller bien. Et donc, l'Europe étant quand même très dépendante du commerce mondial, nous sommes le premier bloc commercial mondial. Oui. À partir du moment où le commerce mondial ne se casse pas la figure, l'OMC... Vous nous dites que c'est une chance là pour l'Europe, parce que ce qu'on entend beaucoup, c'est que les produits chinois se sont détournés des États-Unis. Bien sûr, mais ça c'est un sous-élément de l'aspect commercial. Mais si le commerce mondial va bien, l'Europe en bénéficie à condition de corriger le problème chinois. Le problème chinois, c'est pas du commerce. Le problème chinois, c'est une stratégie agressive du Parti communiste chinois visant à prendre le contrôle d'un nombre croissant de filières pour mettre les autres pays sous la domination de la Chine. On voit maintenant que ça devient systémique. Après avoir manipulé le gourdin sur les terres rares, la Chine fait la même chose sur les batteries. Ils sont en train de multiplier les domaines comme les microprocesseurs. Donc, le problème de l'Europe, il y a un petit mieux commercial dont elle bénéficie hors Chine, mais le problème de l'Europe, il reste stratégique, c'est-à-dire l'incapacité de prendre des décisions fortes pour se protéger face à la Chine et aux États-Unis. C'est ça, Rafik Smati, qui explique ce rebond là de 0,9 à 1,3, c'est ce développement du commerce mondial? Moi, je vois les choses de manière un petit peu différente. Je vois l'Europe comme un grand paquebot. Un paquebot qui, par définition, est capable de résister aux vagues. Et Dieu sait, comme on a eu un certain nombre de vagues en Europe, je vais vous passer la vague du Covid qui a été planétaire, mais vous prenez la vague inflationniste, la vague la crise énergétique, la guerre qui est à nos portes, l'instabilité politique en France qui joue, en tous les cas s'agissant de la France. Donc, et les paquebots, c'est difficile à diriger. Malgré tout ça, vous me voyez venir. Et vous me voyez doublement venir. Donc nous sommes un paquebot, c'est-à-dire que nous sommes en situation de résister aux vagues, et c'est très bien. Maintenant, faut-il savoir où va ce paquebot ?
Et faut-il savoir si, en cas de très grosses difficultés, il ne risque pas de se transformer en Titanic. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui face à des révolutions qui sont majeures, et j'ai le sentiment, et ça m'attriste profondément, que l'Europe est en train de rater un certain nombre de révolutions. Et si on sait que ces révolutions, elles seront constitutives de ce que sera la deuxième partie du XXIe siècle et le XXIe siècle, on est en droit de s'interroger sur notre capacité, nous, Européens, à pouvoir créer de la croissance, non pas dans les 10 prochaines années, parce qu'on va probablement rester aux alentours de 1 ou 2%. Mais si on considère, ce qui est mon cas, que nous sommes à l'origine de la plus grande période de transformation de l'histoire de l'humanité, avec des leviers de croissance partout et dans tous les domaines, on devrait être aujourd'hui en conquête et aller chercher les 5, 6 ou 7% de croissance, comme les pays asiatiques, comme le feront les États-Unis, même s'ils n'y sont pas encore. Or, aujourd'hui, on est en défense et on n'est pas en attaque. Et moi, c'est ce qui me fait peur aujourd'hui, sans vision stratégique. Et c'est malheureusement pas Ursula von der Leyen qui va être capable d'embarquer le paquebot européen vers des cieux plus magnifiques. Ce que j'entends du côté de Rafik Smati comme du côté de Christian Saint-Etienne, c'est le manque de leadership politique, la principale carence aujourd'hui. De vision stratégique et de politique stratégique. La roadmap, on l'a un peu. On a eu un rapport Draghi quand même qui expliquait bien les choses. Non, mais le rapport Draghi, c'est un rapport technique, on pourra y revenir. Peut-être pour abonder et compléter l'analyse sur 2 points. Première chose, c'est qu'en effet, la croissance européenne se rapproche de la croissance américaine, mais essentiellement parce que les Américains sont les premiers perdants de leur propre guerre commerciale. Si on regarde aujourd'hui ce qui se passe sur le front de l'inflation, vous avez une inflation aux États-Unis qui est de 3%. Sur les 12 derniers mois. Elle est autour de 2% sur le... Elle reste maîtrisée, c'est une bonne nouvelle. Effectivement, on a passé la crise inflationniste. Tout à fait. Et donc le consommateur américain, et on sait que la consommation est un moteur important de la croissance aux États-Unis d'Amérique, le consommateur américain, il paye plus cher ses produits. Deuxièmement, les entreprises américaines perdent en compétitivité dès lors qu'elles assument sur leur propre marge une partie des taxes douanières imposées par l'administration Trump. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, c'est plus l'économie américaine qui est fragilisée que l'économie européenne qui serait frappée par un choc de croissance. Je termine sur les États-Unis. Vous avez eu le mois dernier, en octobre, des annonces assez retentissantes de boîtes comme Microsoft, comme Intel, d'entreprises dans des secteurs comme la logistique, l'alimentaire, qui ont annoncé au total 150 000 destructions d'emplois. Des dizaines de milliers, effectivement. La pire destruction d'emplois depuis 20 ans aux États-Unis. Exactement, depuis 2003. Certaines sous l'effet de la révolution de l'intelligence artificielle, mais d'autres simplement sous l'effet sous les effets économiques de la guerre commerciale. Donc ça, c'est le premier point. Il ne faut pas dire cocorico l'Union européenne. Je pense surtout que ça dénote la fragilité de ce qui se passe aujourd'hui. C'est une croissance par défaut, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer en quelque sorte. Et le deuxième point, si on regarde, parce qu'on a parlé de l'Union européenne en général, mais je pense qu'il faut distinguer un peu les choses. Si on regarde aujourd'hui, il y a une économie qui est particulièrement en difficulté dans l'Union européenne, c'est l'économie allemande. Difficulté d'abord politique, parce que quand on a notre instabilité politique en France, et tout le monde l'aura noté, il y a eu aussi une instabilité politique en Allemagne. Il ne faut pas oublier l'an dernier, par exemple, que la coalition allemande a explosé en fin d'année 2024 sur les questions budgétaires. Le ministre des Finances libéral, Christian Lindner, voulait imposer des économies avec le retour à la rigueur budgétaire, et que ses alliés écologistes, le Schwarzenegger, ses alliés écologistes ou sociodémocrates refusaient ces économies. Ça a conduit à des élections anticipées et à un changement de coalition en Allemagne. Deuxièmement, des difficultés démographiques. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Un quart des Allemands sont retraités. Et donc, ça induit des difficultés pour financer le modèle social, pour financer le modèle productif. Et puis, troisièmement, des difficultés, je le disais, économiques, notamment sous l'effet non pas des États-Unis, mais cette fois-ci de la Chine. La montée en gamme, notamment de l'industrie chinoise sur des secteurs comme l'automobile, les machines-outils, la tech, dans tous les secteurs de la tech, que ce soit les biotechnologies, évidemment l'IA, etc., fait qu'aujourd'hui, les parts de marché allemandes à l'exportation sont menacées et l'industrie allemande est menacée. Et donc, on a en effet vivement besoin d'une stratégie industrielle coordonnée à l'échelle européenne, à la fois pour l'industrie allemande, pour l'industrie française et pour l'ensemble des économies européennes. Avec un effet étonnant, Annalisa Capellini en parlait ce matin dans la matinale de Good Morning Business, qui est que les investissements allemands sont tels en Chine qu'ils ne peuvent plus se passer non plus des Chinois, Christian Saint-Etienne, qui sont un peu bloqués là-bas. Je pense qu'il faut laisser passer un peu de temps. Il y aura une analyse très intéressante à mener sur les politiques allemandes depuis 7 ans. Parce que, alors même que c'était déjà... Je sens que vous avez une petite idée. Alors même que c'était déjà visible que la Chine devenait le compétiteur le plus violent pour l'Allemagne,
dans la mesure où l'Allemagne a délocalisé ses technologies vers la Chine. Or, les Chinois sont parfaitement capables de produire avec des niveaux de qualité proches de l'Allemagne, ce que les Allemands n'ont pas anticipé. Donc, on se retrouve... alors même c'était déjà visible il y a 7 ans, 6 ans, 5 ans, les Allemands ont investi massivement là-bas. Il y a eu plusieurs grandes entreprises allemandes, à la surprise générale, y compris en Allemagne, qui ont lancé des plans d'investissement de 10 milliards d'euros, 15 milliards d'euros en Chine, avec le risque... Alors, la rationalisation qui est toujours faite, c'est de dire la Chine, ce qui est exact, est devenu le 2e marché mondial, donc on a besoin d'être présent pour vendre. Mais ces entreprises, quand elles construisent des usines en Chine pour vendre en Chine, elles n'exportent plus en Chine. Et donc, en plus, elles deviennent dépendantes du pouvoir chinois. Il faut quand même rappeler que Xi Jinping remet en place depuis plusieurs années en Chine des comportements qu'on avait connus sous Mao Tse-tung. Il y a eu un retour des cellules du Parti communiste dans toutes les entreprises, y compris les entreprises occidentales, y compris les entreprises américaines qui ont vu débarquer des cellules du Parti communiste, y compris dans les banques américaines. Ce qui a conduit d'ailleurs les Américains à réduire de manière significative les investissements. Mais les Allemands, ils y sont allés à fond. Donc il y a une vraie interrogation sur la compréhension des évolutions stratégiques par l'Allemagne. Je termine par un point, parce que en France, à juste titre, on admire toujours l'Allemagne sur le plan économique. Mais il faut se rappeler que quand on regarde sur les 3 derniers siècles, les grandes décisions stratégiques prises par l'Allemagne, elles se plantent à chaque fois. Et ça conduit à chaque fois à des catastrophes. Donc quand l'Allemagne, contrairement aux évidences, se met à investir massivement sur la Chine, plutôt que de pousser aux investissements en Europe, sur tous les dossiers techniques précis, elle bloque. Enfin... En quoi ça les gêne de laisser la main à Dassault sur le SCAF, quand Dassault est le meilleur au monde sur ces questions? On est prêt à abandonner. Donc les Allemands sont victimes non seulement de leur difficulté à prendre des bonnes décisions stratégiques, notamment depuis le milieu du 19e, mais l'autre point, ils sont aussi victimes d'une sorte de rapacité systémique que j'avais bien vu, moi, quand j'avais travaillé sur le dossier de fusion des bourses européennes en 2007. Dans le dossier, au début du démarrage de la négo, il y avait 7 sous-dossiers. Il y avait 3 domaines dans lesquels la France était la meilleure au monde. Les gens n'imaginent pas, mais en France, on est très bon en finance. On est la finance, mais on est bien bon en finance. Il y avait 2 dossiers où les Allemands étaient bons et 2 dossiers où ni l'un ni l'autre étaient bons. Les Allemands ont commencé à arriver en disant, les dossiers où on est bon sont hors négo et tout le reste est dans la négo, y compris là où les Français sont meilleurs. Ils refont pareil sur le SCAF, ils refont pareil sur tout. Est-ce qu'on ne fait pas pareil un peu en France aussi, avant d'avoir une vraie stratégie de rebond technologique pour l'ensemble de l'Europe, il y a des comportements qui vont devoir changer. On manque d'esprit pro-européen, c'est ce que je retiens. Mais on fait pareil à Paris, non? Oui, mais chacun défend aussi. Non, mais on a lâché dans beaucoup de domaines. On a laissé partir beaucoup de grands groupes, nous. Non, ce que dit Christian Saint-Etienne est intéressant, c'est-à-dire que si on se considère comme européen, ce qui est mon cas, il faut que chacun fasse sa part. Et c'est vrai que parfois, vu de France, certaines nations européennes, et l'Allemagne en fait partie, avec l'histoire des F-35, avec le SCAF, on se dit, mais pourquoi? Enfin, on est censé être dans le même bateau. Et si on a envie de construire cette Union européenne qu'on appelle de nos voeux, il va falloir faire un pas. Et c'est pas le cas. Et le chancelier Merz, indirectement et sans le savoir, c'est évidemment pas son objectif, mais il est en train de faire monter le Rassemblement national en France. Et en faisant monter le Rassemblement national en France, parce que leur argument, c'est précisément celui-ci, c'est regardez, l'Allemagne, ils roulent pour eux, donc nous, il faut qu'on roule pour nous. Et en faisant monter le Rassemblement national, s'ils arrivaient au pouvoir... C'est pas quelle est l'œuf, quelle est la poule, c'est aussi la montée des extrêmes dans les 2 pays qui font peut-être que les leaders politiques suivent aussi l'opinion publique. Il y a peut-être de ça, mais à un moment donné, justement, c'est ça la question du leadership politique. Le leadership politique, jadis, l'Union européenne, c'était un vrai projet politique, suffisamment ambitieux et suffisamment galvanisant pour entraîner derrière lui. Aujourd'hui, l'Union européenne apparaît comme étant devenue un projet technocratique, complètement dénué
de leadership politique. Et tant que nous serons dans cette logique-là, vous parliez tout à l'heure du rapport Draghi. Le rapport Draghi est une réalité, ça montre que l'Europe est capable de produire de bons diagnostics. Encore faut-il être en situation de le mettre en œuvre. Et aujourd'hui, 14% du rapport Draghi a été mis en œuvre. On a des lois omnibus qui arrivent là. Demain, Bruxelles va faire des annonces dans le digital, notamment suite au sommet aujourd'hui à Berlin. Mais ce que nous avons perdu de vue en Europe, ça va bouger. C'est que nous sommes partis du principe que c'est constitutif de l'esprit de l'Union européenne, c'était qu'il y avait une question de taille critique. Et c'est important. Au XXe siècle, plus que jamais, la notion de taille était importante. Mais vous savez, loi de physique de base qu'on apprend dans les premières années du lycée, l'énergie est fonction de la masse et du carré de la vitesse. Ce qui veut dire que la vitesse, en réalité, devient beaucoup plus importante que la masse. Et aujourd'hui, on est dans un monde de vitesse, on est dans un monde d'accélération, on est dans un monde où l'agilité prime sur tout le reste. Et quelque part, ceux qui gagneront les grandes batailles à venir, ce ne seront plus forcément les gros, ça sera les rapides. Et aujourd'hui, le manque de leadership de l'Union européenne nous transforme en lents et risque de nous faire passer à côté des plus grands défis de ce siècle. Je voudrais rebondir sur